J'ai vécu une quinzaine d'années en Alsace, 15-16 ans. Et en Alsace, ce qui est vraiment remarquable, c'est que à quelques kilomètres de distance, on va trouver des ruines ou des restes de toutes les périodes, de pierres dressées du néolithique, des temples gallo-romains, des châteaux du Moyen-Âge, des forteresses de la Renaissance, jusqu'à des restes de champs de bataille de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Quand on aime les vieilles pierres en Alsace, on n'a que l'embarras du choix. Et aujourd'hui, elles sont quand même en général plutôt respectées. On a plein d'organismes qui les entretiennent, plus ou moins bien financés. On a une révérence maintenant pour les vieilles pierres qui ne coule pas de source, en fait. Ça, c'est quelque chose que on se rend vite compte quand on creuse un petit peu. C'est que de tout temps, le truc à pas écrire en copie, mais je vais le dire quand même, de tout temps, ces sites, en fait, ils ont un point commun. C'est qu'ils ont subi le même phénomène. Et ce phénomène, c'est le pillage. Pas pour des trésors, pour l'or, etc. Pas que. Mais c'est pas comme, voilà, on part en Égypte et on va voler tout ce qu'on trouve parce que ça a de la valeur. Et quitte à casser des vieilles pierres, justement. Non, non. C'était les pierres qui ont été pillées la plupart du temps. Et plus tard, on avait passé à d'autres matériaux, l'acier, le fer, etc. Parce qu'en fait, les gens, ils ont trouvé dans ces sites anciens carrières de pierres et autres pour pouvoir construire ce dont ils avaient besoin, notamment des cours de ferme, des églises, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Parce que le pragmatisme l'emportait sur la valeur sentimentale. Un château du Moyen-Âge, aujourd'hui, quand il est en ruine, ça nous fait mal de voir qu'il est parfois complètement laissé à l'abandon et on fait rien pour l'entretenir. Ça nous crève le cœur. Mais ça nous crève le cœur parce que on voudrait qu'il soit entretenu, voire rénové. Les paysans d'avant, ça leur crevait le cœur de se dire « Putain, mais il y a des super pierres là et on n'en fait rien. » Alors que les pierres, elles sont juste là. Pourquoi ne pas se servir? En fait, la même logique s'applique partout. Les gens ont les mêmes besoins, que ce soit en Alsace ou que ce soit en Suède. On a besoin pour construire de grosses pierres. Faire venir ou tailler des grosses pierres, ça coûte des sous, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Donc autant se servir là où il y en a quand on en a besoin. Et c'est quelque chose qui est particulièrement flagrant en Suède ou dans les pays nordiques en général, dans la Scandinavie, c'est les pierres runiques. Parce que les pierres runiques, ce sont donc des monuments en pierre, plus ou moins gros, mais donc des gros blocs de pierre, dont on a perdu le sens avec le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ces pierres, elles sont prises de là où elles sont placées originellement pour être ensuite intégrées dans des murs, dans des fondations, les gens ne savent déjà plus lire les runes. Ils ne savent pas que ce sont forcément des monuments aux morts, parce que des fois, c'est pas forcément des morts, la plupart du temps ça l'est, mais surtout, ils ne savent pas forcément que c'est chrétien. Parce que ça date du temps où il y avait des runes, c'est ancien, on ne peut plus le comprendre, donc souvent c'est interprété comme de toute façon c'est des pierres païennes, donc on n'en a rien à cirer. Pendant que je parle, on va faire un petit tour à l'intérieur aussi pour illustrer un petit peu en attendant, histoire de ne pas montrer juste ma tête tout le temps. C'est très joli à l'intérieur. Or, la plupart des monuments runiques sont chrétiens. Mais ça, le sens étant perdu, les chrétiens n'ont pas été trop gênés de prendre ces plaques. On sait qu'on va piller un truc, parce que c'est pas des tombes non plus. Les pierres runiques ne sont pas des tombes, ce sont des monuments, des mémoriaux. Mais pas, ce ne sont pas des pierres tombales à proprement parler. Et la perception qu'on a aujourd'hui des vieilles pierres qu'on doit protéger, qu'on doit sortir de terre, mettre dans des musées ou au moins là, tout ça, le patrimoine, ça c'est quelque chose qui est récent. Donc on trouve en Suède beaucoup de pierres qui sont comme ici à Hellestad, essayez de voir, dans les murs. Des églises souvent, mais parfois aussi de gros corps de ferme qui avaient aussi besoin de grosses fondations bien solides. Et pourquoi ne pas utiliser les pierres runiques? Alors on pourrait se dire, ah mais c'est du coup ils ont
casser plein de pierres, c'est dommage, et c'est vrai, parce que pour pouvoir le faire, et c'est le cas d'ailleurs d'une de ces deux pierres, il nous manque un morceau maintenant, parce que souvent elles sont retaillées, cassées pour passer dans l'espace dont on a besoin. Mais en même temps, ça les a protégées aussi, parce que d'autres pierres, comme certaines que je vous avais montrées quand on était allé voir les pierres de Sigurd, quand elles sont laissées aux éléments, le vent, la pluie, les lichens, tout ça, ça les abîme aussi en fait. Et avoir des pierres qui ont été maçonnées ou qui ont même été parfois semi-enterrées et qu'on redécouvre, bah, mine de rien, ça les a protégées. D'autres pierres qui ont été laissées sur les carrefours là où elles étaient à la base, on les retrouvera jamais, ou on saura jamais que c'est des pierres uniques parce qu'elles sont tellement érodées, tellement abîmées qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est finalement. Mais il n'empêche que dans des endroits comme ici, eh ben, on a des pierres qui ont survécu, et ça c'est grâce au fait qu'on les a utilisées comme du gros œuvre, quoi. Même là on voit, hein, alors ça a été c'est entretenu, c'est repeint, mais on voit bien que quand c'est exposé, très vite le dommage revient. Donc c'est quelque chose, une fois que la pierre elle est de nouveau exposée, il faut continuellement l'entretenir, sinon on a comme la pierre avec Gunnar qui joue de la harpe dans la fosse aux serpents, que je vous avais montré sur la longue pierre, là, qui est une espèce d'aiguille de pierre, on voit quasiment plus rien parce que c'est couvert de lichen. Quand c'est un peu plus protégé des éléments, on voit déjà que c'est beaucoup plus lisible et c'est beaucoup, ça tient mieux le temps, quoi. Avec le temps qui passe, la pierre perd de sa valeur symbolique pour n'être plus que une pierre. Alors, parfois le temps a besoin d'être long pour qu'on oublie, et puis parfois pas forcément. Par exemple, le cas du Hartmannsfellerkopf, j'en parlais un petit peu plus tôt. Le Hartmannsfellerkopf, les paysans ont utilisé très tôt des matériaux qui se trouvaient sur le sommet, du métal notamment, des plaques ondulées pour fabriquer des abris, etc. Parce que pourquoi gâcher? Mais ils ont aussi utilisé des pierres tombales d'un cimetière pour faire notamment des linteaux de porte. Et là, la guerre, elle est récente dans les esprits. On sait très bien que ce sont des pierres tombales, on sait très bien qui est enterré là, pourquoi ils sont morts à cet endroit-là, et ça n'a pas empêché les gens de se servir, parce que on était dans une période, après la première puis après la Deuxième Guerre mondiale, où ils avaient d'autres choses à penser, tout simplement, et que tout coûte cher, et il faut construire, et le matériau est là, tant pis pour la mémoire, c'est pas grave. Donc quand vous pensez à des gens qui ont fait ça à une des guerres dont ils se souvenaient, ou au moins leur père se souvenait, imaginez quand des siècles passent, quoi. Les gens s'en foutent au bout d'un moment, et le château du Seigneur, il va pas être bâti pour une raison toute simple, hein, c'est que par leur position géographique, par la structure même de leur construction, ces châteaux étaient obsolètes, et jamais ils seraient de nouveau utiles dans la guerre moderne, en tout cas moderne pour les paysans qui s'en sont servis après. Et les gens savaient que le Seigneur n'allait pas revenir pour aller restaurer tout ça. Il n'y avait aucune raison de ne pas se servir finalement. Il ne faut pas croire que c'était seulement un truc de paysans et de pauvres, hein. Les riches faisaient exactement la même chose. Et le parfait exemple, il est derrière moi, c'est Malmöhuset. C'est un château du XVIe siècle en briques rouges, comme on peut le voir, et dont les briques proviennent d'un autre château, en fait, qui s'appelait Lindholmen, et qui a été complètement démonté pour que les briques puissent servir à reconstruire ici, exactement comme un Lego. D'ailleurs, j'avais visité Lindholmen, le site de Lindholmen, il y a quelques années maintenant. J'avais fait ça à vélo, en sachant qu'il n'y aurait pas grand chose, et en fait il n'y a plus rien, il y a juste une motte et quelques briques rouges qui traînent, qui prouvent que le château était bien là, mais tout a été siphonné pour construire Malmöhuset. La notion de patrimoine culturel et historique, elle arrive très tard, et c'est un luxe en vrai. C'est un luxe de pouvoir aujourd'hui faire de l'archéologie préventive, de pouvoir dire non, on ne fait pas de travaux tout de suite, on a trouvé une ruine de je sais pas quoi, d'ailleurs on ne sait pas, donc on va creuser pour savoir ce que c'est. Ça, c'est un luxe. Il y a énormément de périodes de notre histoire où on n'avait pas ce luxe-là, et on n'avait même pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'elle va te raconter, la vieille pierre?
alors qu'elle fait un super perron. C'est une autre mentalité, on a basculé dans une autre mentalité. Bon, elle n'est pas totalement acquise chez tout le monde, mais c'est une autre mentalité. Mais c'est quelque chose qui est récent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier aussi. C'est un progrès culturel qu'on a fait relativement récemment et qu'il va falloir se battre pour protéger, parce que le patrimoine historique et culturel n'intéresse pas tout le monde. Surtout quand il ne rapporte pas de blé.